L'hiver 2012-2013 est un hiver qui était particulièrement avec des conditions météorologiques perturbées. Et de ce fait, l'enneigement sur toutes les Pyrénées était très excédentaire. L'hiver joue les prolongations, en fait, et la deuxième quinzaine du mois de mai, en dessous de 1800 mètres, on a des précipitations régulières et qui vont saturer les sols et puis faire monter le niveau des rivières. Et au-dessus de 1800 mètres, eh bien, c'est le manteau neigeux qui continue à croître. Il va prendre 1 mètre en 2 semaines de plus. À partir du mois de juin, là, on assiste à un changement de temps radical. On passe plutôt dans des flux de sud, la température remonte assez rapidement et commence à provoquer la fonte de ce manteau neigeux. C'est à partir du 10 juin, dans un flux de sud très rapide, on va avoir une fonte qui va s'accélérer très rapidement et donner des quantités d'eau qui vont s'écouler de l'équivalent d'un mois de précipitation en quelques jours. Et le 17 juin, c'est l'arrivée dans un flux de sud très rapide et donc du coup avec un effet de fun très marqué, d'une perturbation pluvio-orageuse qui va stagner un peu là sur les Pyrénées et puis apporter des quantités d'eau en 36 heures de l'équivalent de à peu près 180 mm, c'est l'équivalent pratiquement de 2 mois de pluie de mai. Et en parallèle, le manteau neigeux va perdre sous l'effet de fun 30 cm de neige. Donc ces deux phénomènes vont se cumuler. Et là, toute cette eau-là, sur ces sols saturés, va ruisseler très rapidement vers les gaves qui sont déjà à la limite de la crue, et créer cette espèce de mur d'eau qui va dévaler et venir en aval au niveau du pays de Lourdes, provoquer toutes ces crues qui sont en fait dévastatrices. Un cours d'eau qui circule à 1 mètre seconde, il va accepter certaines sinuosités. Mais quand il est à 3 mètres secondes, il y a des sinuosités qu'il n'accepte plus, il fait des tout droits. Et donc en fonction de ce qui est en face, si c'est un point dur, il rebondit et donc il va attaquer en face. Si c'est un point mou, il va l'éroder et du coup transformer le paysage à cet endroit-là. On voit par exemple des digues que l'on croyait très solides qui sont ou surversées ou affouillées. On voit des ponts que l'on croyait suffisamment capacitaires qui finalement ne le sont pas. On voit des espaces qui étaient historiquement dédiés à la divagation du cours d'eau, qui ont été investis. Et on se rend compte que finalement, non, le cours d'eau il a besoin de respirer, il a besoin de prendre cet espace pour calmer son énergie, pour abaisser son niveau d'énergie. Effectivement, quand on parle d'inondation, on a tous l'habitude de voir des quartiers entiers recouverts d'eau jusqu'au toit des maisons, une eau qui stagne, qui est très calme, qui stagne pendant plusieurs jours et puis qui repart à la décrue. Une crue torrentielle, c'est complètement différent. C'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des eaux très, très turbulentes, c'est un torrent qui a une force énorme, une énergie énorme, et cette énergie lui permet de transporter énormément de cailloux, de blocs, voire d'énormes blocs. C'est ce qu'on appelle le transport solide. Un torrent, c'est un sablier. Ça prend du sable en haut, ça le dépose en bas. En haut, vous avez la zone, le bassin versant actif, la zone de transit et le dépôt qui est en bas. L'élasticité du tuyau cours d'eau, dans ce cas-là, c'est éroder la berge ou éroder le fond de son lit. Ce que les cours d'eau ont fait, ils ont érodé les bords, mais aux dépens, par exemple, du camping de Barège, aux dépens de certaines zones habitées. Et puis ils ont aussi érodé le fond du lit, charriant beaucoup de matériaux. Sauf que le charriage des matériaux, il est possible quand on est sur des secteurs à forte pente et relativement étroits. Et puis dès que le cours d'eau arrivait sur des secteurs plus lents, les matériaux ils se sont déposés. Du coup, ça a créé des phénomènes de divagation brusque, de bouchons de matériaux qui ont renvoyé le cours d'eau vers d'autres secteurs, d'où après la largeur des zones qui ont été soumises à dégâts. C'est là qu'on voit tout l'intérêt de la culture du risque, d'un côté, mais aussi de la réglementation qui, à travers notamment les plans de prévention des risques, fait en sorte que l'occupation du sol soit faite en fonction de la connaissance des risques et de l'exposition aux risques.